Indiscutable, professeur, pour vous? Oui, oui, c'est indiscutable. Vraiment indiscutable? Oui, indiscutable. Oui. En fait, cette évolution est liée à la multiplicité des utilisateurs. Il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent Internet, beaucoup plus de personnes qui utilisent les téléphones portables, spécialement les smartphones, de sorte qu'ils constituent des cibles vulnérables. Donc c'est ce qui explique que la cybercriminalité s'accroisse en Côte d'Ivoire. Très bien. Nous allons maintenant parler des lois. Et là, vous êtes beaucoup plus concerné, Maître Sarr. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des textes qui combattent la cybercriminalité? Bon, avant de parler des textes actuels, je vais parler de l'état des lieux général. Antérieurement à aujourd'hui, cet état des lieux était caractérisé par deux éléments. Une inadéquation de nos textes. Second élément, c'est que ces textes étaient totalement en désaccord avec l'environnement international. Bon, les textes étaient inadaptés, ils étaient inadéquats, pardon, en ce qu'ils étaient inadaptés ou bien même ils n'existaient pas du tout. Quand ils sont inadaptés, c'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser les textes actuels pour essayer de réprimer un comportement sur Internet. Sur Internet, un comportement cybercriminel. Par exemple, il y a quelque temps, il y a un journaliste qui a été arrêté parce qu'il avait réussi à obtenir un fichier informatique qui comportait des informations assez sensibles. Donc ce journaliste a été arrêté, il a été traduit devant les tribunaux et nous avons eu l'occasion de le défendre. Et ici, on le poursuivait sur la base du vol. Nous avons dit, on ne peut pas lui appliquer le texte du vol, parce que le texte du vol, schématiquement, ou bien techniquement, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Mais en pratique, le vol suppose la dépossession du propriétaire. Si vous volez quelque chose, si je vole le stylo de M. Fofana n'a plus son stylo. Alors qu'en matière informatique, quand vous volez, entre guillemets, un fichier informatique, le propriétaire a toujours son fichier informatique. Vous avez également le fichier informatique. Je ne sais pas si vous voyez la distinction. Ça, ce sont les subtils du droit, mais tout de même, vous êtes avec un document qui n'est pas à vous. Oui, mais nous sommes en matière, techniquement, nous sommes en matière pénale. En matière pénale, on n'a pas le droit de faire d'interprétation. En matière pénale, c'est le texte qui est dans le code qu'on doit appliquer. Si le texte est inapplicable, on ne l'applique pas. Le vol suppose la dépossession du propriétaire. Un monsieur qui vous vole votre voiture, c'est que vous n'avez plus votre voiture en votre possession. Mais un monsieur qui vous vole un fichier, c'est inapplicable parce vous que avez vous votre avez... fichier toujours, mais il a aussi le fichier auquel il n'a pas droit. Voilà. Donc, vous voyez, le droit pénal était inadapté, ou bien même, soit le droit pénal n'existait pas du tout. J'ai également eu l'occasion, notre cabinet a eu l'occasion de défendre un informaticien qui travaillait dans une compagnie d'assurance. Il devait être licencié et quelque temps avant son licenciement, il avait reçu son préavis. Pendant qu'il exécutait, il a réussi à créer ce que les informaticiens appellent une bombe logique. C'est-à-dire c'est un virus qui doit se déclencher à un temps T. Quand on enlève le nom du concepteur dans le fichier. Bon, justement, c'est ça le problème. C'est qu'ici, il a créé son virus et le virus devait se déclencher après son départ de l'entreprise. Donc, il a quitté l'entreprise et quelque temps après, les fichiers ont commencé à s'effacer. Les fichiers ont commencé à s'effacer et c'est une assurance qui avait des bureaux à Boaké, San Pedro, Korogo. Et vraiment, tout était pratiquement détruit. Ils ont fait venir des Israéliens qui ont réussi à reconstituer les fichiers. Et en reconstituant, on s'est rendu compte que l'informaticien avait signé. Du point de vue informatique, il avait signé son travail. Donc, on l'a arrêté, on l'a amené au tribunal. Et le président lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez fait ça? Il a expliqué, je demande pardon parce que, vous savez, j'ai travaillé pour cette entreprise pendant 10 ans, mais aujourd'hui, on me licencie.
pratiquement sans rien. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Je demande pardon. Et en l'occurrence, on le poursuivait sur la base d'un texte qui réprime la destruction de la propriété mobilière d'autrui. Vous voyez, et lorsque nous avons défendu ce dossier, on estimait que le texte, en l'occurrence, n'était pas applicable. Parce que quand on parle de destruction de la propriété mobilière d'autrui, à première vue, c'est le caractère matériel qu'on voit. Alors qu'ici, les ordinateurs étaient là, les imprimantes étaient là. C'était seulement, enfin, entre guillemets, c'était les fichiers informatiques qui avaient été détruits, l'immatériel. Et immédiatement, le client a crié « Oui, mon avocat a raison, je n'ai rien fait ». Celui qui avait précédemment demandé pardon. Donc, vous voyez, soit dans un cas, le droit existe, mais il est inadapté, soit il n'existe pas. Mais en allant plus loin même, il y a un autre aspect, c'est la procédure pénale. La procédure pénale, c'est tout ce qui concourt à la recherche de l'infraction. Au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Bon, vous devez faire une perquisition. Vous avez fait la perquisition sur Internet. Comment? Ou bien vous devez faire une saisie. Est-ce que vous allez rentrer dans le disque dur? Comment vous allez faire la saisie? Parce que ici, c'est caractérisé essentiellement par l'immatériel. Et dernier élément, c'est la sanction, le jugement. Le jugement est disproportionné par rapport au préjudice qui est subi. Disproportionné. Disproportionné en ce sens que les infractions sur Internet, avant même la loi qui est en cours, dont je vais certainement parler tout à l'heure, on se fondait essentiellement sur les dispositions qui répriment l'escroquerie. Mais ces dispositions-là plafonnent les amendes. 100 000, 200 000. Bon, c'est disproportionné par rapport au préjudice que la victime a subi. C'est vrai que la victime peut demander ce qu'on appelle des dommages et intérêts, mais du point de vue dissuasif, il serait intéressant de fixer des sanctions, pour me répéter, dissuasives. Ce sont des choses qu'on ne prenait pas en compte dans l'ancienne loi. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui est pratiquement arrivée à terme. Le ministère des Postes et des Nouvelles Technologies a élaboré un document qui essaie de prendre l'essentiel des infractions répertoriées sur la place, au point de vue régional, sous-régional et puis international. Donc cette loi a été proposée, c'est un projet de loi qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Aux dernières nouvelles, le projet a été adopté en commission, donc doit passer maintenant en adoption plénière. Maître Sarr, moi je ne suis pas commode avec cela. Je vous donne un exemple simple. Quelqu'un qui avec un pistolet braque quelqu'un, il lui prend 100 000 francs. Oui. Et puis un autre qui passe par Internet qui prend 100 000 francs ailleurs sur le compte de quelqu'un. Est-ce que vous les sanctionnez de la même façon? Non, c'est que justement l'Internet et les nouvelles technologies ne sont pas considérées comme des circonstances aggravantes. Alors que si vous utilisez un pistolet, c'est une circonstance aggravante. Sans avoir rien fait d'autre que prendre les 100 000 francs avec un pistolet et puis quelqu'un d'autre qui passe par Internet. Voilà, vous trouvez qu'on aboutit au même résultat? Non, avec le pistolet, il y a peut-être la pression qu'on met sur la victime. Donc c'est ça la circonstance aggravante. Vous utilisez un moyen qui peut faire pression sur votre victime. Donc c'est cet élément circonstanciel qui est considéré comme une circonstance aggravante. Ah, c'est ça l'esprit de la loi à ce niveau. Oui. Au niveau de la cybercriminalité, on ne considère pas l'outil informatique ou bien l'outil qu'on utilise en matière de télécommunication comme une circonstance aggravante. Ce qui, malheureusement ou heureusement, est le cas dans certains autres pays, notamment en Europe, aux États-Unis. Très bien. Magloire Danet, oui. Avec cette loi, la loi qui, à votre avis, je pense aussi, ne sanctionne pas comme il faut. On prend juste un exemple. Le Nigeria sanctionne aujourd'hui durement. Si. Donc aujourd'hui, tout le monde quitte là-bas pour être en Côte d'Ivoire. On se pose des questions. Oui, bon, au-delà même de la loi, il faut d'abord, parce que bon, je ne suis pas juriste, mais je suppose que les juges ou les avocats, ils se basent quand même sur les preuves, en fait.
Oui, tout à fait. Ok, d'accord. Mais je voudrais préciser quand même qu'avant que cette loi n'intervienne, aujourd'hui, au niveau du tribunal et même au niveau de la police scientifique, des polices des traces technologiques, ils se basent sur les textes actuels. Mais ces textes actuels n'encadrent que, heureusement, ce qui se fait essentiellement en Côte d'Ivoire, c'est les arnaques affectives et tout ça. Donc, on estime que c'est des escroqueries. Vous utilisez des manœuvres frauduleuses pour obtenir de l'argent. Donc, le fait d'utiliser Internet, c'est une manœuvre frauduleuse. Donc, bon, c'est quand même possible. D'accord. Donc, je reviens à vous. Donc, c'est bon parce qu'au fait, bon, moi, je pense que les gens, ils font ce qu'on appelle on assimile, non, puisque pour le moment, on n'a pas encore totalement légiféré, c'est cela, non? Mais, oui, cela ressemble à des lois voisines, à des décisions voisines de ce qui doit être fait normalement, n'est-ce pas? Non. Je reviens à ce que j'ai dit. Il y a trois volets, Le premier volet, on estime qu'il y a des lois qui existent, notamment la loi sur l'escroquerie. Cette loi prend en compte les arnaques essentielles sur Internet. On estime que vous utilisez des manœuvres frauduleuses pour essayer d'avoir de l'argent. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, il y a des textes qui existent, mais qui sont peut-être inadaptés à certains comportements. J'ai parlé tout à l'heure de vol de fichiers informatiques. Mais ensuite, il y a des textes qui existent, ou du moins il y a des infractions qui existent pour lesquelles rien n'est prévu. Voilà, donc on décline en... Non, on comprend parfaitement que les textes ont été faits avant la naissance de l'informatique, plus ou moins. Alors, plus sérieusement, phénomène de cybercriminalité en Côte d'Ivoire, nous avons recueilli des réactions. Les parents sont-ils coupables ou complices des actes de leurs enfants? Comment expliquer leur impuissance? Herman Niami a tendu son micro aux populations et voici leur réaction. La responsabilité des parents aujourd'hui, c'est le manque de l'encadrement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, nous les bouquinistes, avec l'avènement de la nouvelle technologie, les enfants ne s'intéressent plus à la lecture. Or, la lecture, c'est quelque chose qui instruit et qui oriente les enfants. Mais aujourd'hui, les enfants sont dans les cyber, ils sont exposés à beaucoup de désinfractions puisqu'ils ne sont pas contrôlés. Les parents sont complices de leurs enfants au niveau de ce fléau. Puisqu'on a des enfants qui, après avoir arnaqué, viennent avec des sommes vraiment énormes à la maison. Et les parents ne prennent même pas la peine de savoir la source de cet argent. Souvent même, ces parents même encouragent leurs enfants. Puisque tu imagines, il y a des enfants, il y a des petits brouteurs qui, après avoir arnaqué, se retrouvent avec des sommes, des millions. Et avec ces millions, ils offrent des grandes maisons, des duplex à leurs parents. Un enfant de 3 ans ne peut pas avoir un véhicule. D'où la complicité des parents. Parce que je parle de la complicité des parents parce qu'un parent conscient de ce qu'il donne à son enfant pour aller à l'école doit interpeller quand lorsque cet enfant revient à la maison avec une moto ou avec un ordinateur portable. Un enfant qui sort et tu ne sais pas comment faire, et puis il vient avec un tas d'argent, ce n'est pas normal. Je dois demander où tu as enlevé cet argent. Et qu'est-ce que tu as fait et puis tu as trouvé cet argent. Voilà, professeur Gueux, c'est clair, hein, les parents sont accusés très clairement. C'est votre avis, parce que les exemples qui sont là sont quand même frappants. Vous avez un jeune garçon, une petite fille qui sort de la maison, qui ne travaille pas, qui n'a aucune rémunération en fin de mois, qui ramène des millions chez vous à la maison, vous ne faites pas de commentaires. Il faut dire c'est qui le fautif? Il faut dire que la complicité des parents, d'abord il faut dire que même de façon générale, il faut dire que le problème de la cybercriminalité, effectivement, comme les intervenants l'ont dit, il y a une part de responsabilité de certains parents. Dire tous les parents, c'est un peu trop dit, mais la responsabilité de certains parents. Vous savez, la cellule familiale aujourd'hui dans notre pays est véritablement en crise. En crise, des familles monoparentales, des familles divorcées, des familles éclatées, il y en a plusieurs, il y a des parents décédés, il y a tout cet ensemble-là. Vous voyez que quand on fait l'analyse de cet ensemble-là, il faut dire que les enfants, j'ai dit tout à l'heure que la majorité
des jeunes qui s'adonnent à cette pratique entre 15 et 30 ans, et peut-être plus, les parents sont complices. Certains parents sont complices, mais pas une complicité souvent directe. Mais je peux même appeler cela une négligence de certains parents. C'est plus une négligence ou une complicité. Qu'est-ce que vous expliquez? Est-ce que les parents ne donnent pas d'instructions, par exemple? Sauf qu'ils se taisent sur ce qu'ils voient, c'est cela? Ce que j'appelle négligence, c'est quoi? C'est que certains parents ne sont pas complices de façon directe. Mais lorsqu'un enfant qui va à l'école et qui ne rentre pas à l'heure qu'il devait rentrer, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que vous voyez? Même si c'est l'Internet qui est à la maison, lorsqu'un enfant passe toute la journée en train de, devant l'ordinateur, un père, une mère doit intervenir. L'enfant qui marche avec les amis, avec quel ami, quel groupe de pères l'enfant marche? Il y a des fois, il y a des enfants qui sortent, qui rentrent à l'heure qu'ils veulent. Vous voyez? Et il y a d'autres aussi, comme certains l'ont dit, qui rentrent avec de grosses sommes. Un père, ton enfant rentre avec de grosses sommes, tu dois lui demander où il a eu cet argent. Donc, l'hypothèse de la complicité est une réalité, mais ça ne peut pas être une complicité directe, comme je le disais, pour tous les parents. Oui. M. Akipo? Oui, enfin, sur la responsabilité des parents. Sur la responsabilité des parents, alors, on ne va pas généraliser et dire que tous les parents sont complices. Moi, je penserais plutôt pour une complicité passive, en fait. Un parent qui voit son enfant revenir à la maison avec de grosses sommes d'argent doit se poser des questions. Donc, si vous avez vraiment envie de suivre votre enfant, vous lui demandez où est-ce qu'il a eu cet argent. C'est la première chose. On voit dans certaines familles, par exemple, où les parents demandent à leur fille, va te débrouiller. Va te débrouiller, ça veut dire quoi? Voilà, ce sont des Quand on dit à une jeune fille, va te débrouiller, une jeune fille qui n'a aucune rémunération, qui ne travaille pas, quand on lui demande d'aller se débrouiller, ça veut dire que les parents, elle choisit la voie qu'elle veut. Donc les parents, dans ce cas-là, les parents sont complices. Parce qu'en lui disant, ils savent très bien à quoi donc, la jeune fille s'expose. Ça veut dire en clair que les parents eux-mêmes ont quelque chose derrière la tête? Je pense qu'ils ont quelque chose derrière la tête, oui, tout à fait. En le disant de manière comme ça claire, ça veut dire qu'ils ont quelque chose derrière la tête, quoi. Même s'ils n'emploient pas les mots, en tout cas c'est voilé, mais donc le message est très clair derrière. Magoula Dani? Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'avant même d'en arriver aux parents, ces jeunes-là, quand ils font leurs opérations d'arnaque et autres, forcément ils sont dans le virtuel, mais ça finit par le physique, parce que l'argent, il vient comment? Comment ils arrivent même à percevoir l'argent avant d'arriver à la maison, puisque tout est réglementé. D'abord, même avant d'arriver aux parents, il faut parler même de la société même en général, en fait. Quelqu'un qui ne fait rien, il arrive, puisque moi, par exemple, avant de faire un virement, quand je dois faire un virement de plus de 500 000 francs CFA à l'extérieur, je dois envoyer des preuves, en fait. Je dois faire tous les documents et tout. Démontrer que j'envoie de l'argent pour telle chose. Quand je dois faire aussi, dans l'autre sens, idem. Pourquoi est-ce que un jeune, par exemple, dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans, 15 et 30 ans, il a des sommes colossaux, et puis il s'en sort facilement avec ça, des banques et autres. Bon, honnêtement, il faut d'abord parler de la société. Je suppose qu'il y a tout dans les systèmes bancaires pour réguler ces choses-là. Il n'y a pas une banque, toute banque sérieuse, à un département qu'on appelle département étranger, où tous les virements qui arrivent en Côte d'Ivoire sont traités. Donc, on laisse les jeunes avoir accès à toutes ces sommes-là pour envoyer à la maison. Le jeune peut convaincre son père. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-work, le télétravail. C'est-à-dire, tu travailles sur Internet et puis tu as tes gains. Ça existe. C'est même pas de l'arnaque, ça existe. Et c'est licite. C'est très clair. C'est pas illicite. C'est très clair, c'est normal. Parce que vous pouvez faire un système de marketing à la chaîne. Tu as un produit, tu en parles aux autres, machin. Il y a même ce qu'on appelle, parce qu'il y a le modèle économique d'Internet, il y a un modèle d'économie d'Internet qu'on appelle le CPC, le modèle coupe à clic. C'est-à-dire, vous avez peut-être un site Internet ou bien une plateforme où il y a beaucoup de visiteurs. Et vous référencez les produits de quelqu'un, à chaque fois qu'on vient, on clique sur le produit, bon, ça vous fait des gains. Il peut expliquer, il peut convaincre son père à cela. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il n'a pas le temps de vérifier.
Et puis, un parent normal peut se dire, bon, écoute, de toute façon, il y a toutes sortes de réglementations en matière de finances en Côte d'Ivoire. Bon, s'il n'est pas venu arriver à la maison, hein, je ne défends pas les parents, mais je veux dire que tout le monde est... Oui, on vous suit parfaitement. Voilà. Vous êtes en train de dénoncer quelque chose. Vous semblez dire que des banques peuvent être complices, des maisons de transfert d'argent peuvent être complices. Ah ben, bien naturellement. Bien naturellement. Expliquez-nous comment ça peut fonctionner. Mais, vous savez, il y a quelque chose de très étrange. Quelqu'un qui n'est pas reconnu dans une banque, qui n'y est pas domicilié, réussit à faire sortir de... Mais on peut lui ouvrir un compte à blanc. Ça existe, hein, un compte courant à blanc. Il peut aller voir peut-être un gestionnaire, on lui ouvre un compte courant à blanc. Et sur ce compte-là, il peut donner, enfin, il peut demander qu'on lui fasse le virement sur ce compte-là, par exemple. Ça peut exister. Hein. Il y a des comptes qu'on ouvre sans argent, qu'on a confiance. Vous pensez que cela peut échapper à un banquier? Échapper? Bon, vous savez... Qu'il y ait des opérations, des activités dans illicites tous les cas, sur ce compte, dans tous les cas, c'est un système très organisé. Dans tous les cas, parce que moi, respectant l'État ivoirien, je suis sûr et certain que pour recevoir de grosses sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, si on le prend et on passe inaperçu, c'est que forcément il doit y avoir une organisation derrière. Il y a des failles. Même les Western Union, c'est limité. C'est limité, il y a des montants qu'on ne doit pas dépasser. Et même si le monsieur il demande qu'on lui fasse des Western Union par tranche, ou bien des transferts d'argent par tranche, je ne fais pas de publicité, excusez-moi, s'il demande qu'on lui fasse les transferts d'argent par tranche, et qu'il y va régulièrement en train de récupérer, il faut lui poser des questions. Donc vraiment, et même ceux qui vendent les voitures, quand il achète la voiture, il met au nom de qui la voiture? C'est tout un système. Il achète la voiture, même si c'est une voiture d'occasion qu'il achète en Côte d'Ivoire. Il y a la mutation qu'ils vont faire. Et ça s'est fait où? Dans les structures de l'État. Donc il faut vraiment un système de surveillance dans la chose. Vous avez dit deux choses importantes, hein, la responsabilité des parents et en même temps il y a une sorte de vulnérabilité de l'État, donc du système bancaire, donc de l'État aussi. Je ne veux même pas parler de vulnérabilité, parce que je sais de quoi je vous parle au fait. Ben, on a envie de savoir. Je ne vous dirai pas tout non plus, parce que je vais dire essentiellement ce qui va amener les gens à comprendre quelque chose au fait. Vous savez, vous me parlez de virement. Je n'ai jamais assisté à un virement de brouteur. Je ne sais même pas comment ça se passe. Mais je suis sûr et certain qu'un virement d'un certain montant qui est reçu par un brouteur en Côte d'Ivoire, c'est clair qu'il y a des traces. Parce que ça se fait, d'abord même les banques, l'interconnexion entre les banques en Côte d'Ivoire même là. Quand on te donne un chèque barré que tu déposes sur un compte, il y a un système de compensation qui se fait. Et c'est géré par une banque centrale. Donc un virement qui vient de l'étranger et qui arrive en Côte d'Ivoire, mais c'est clair qu'il y a toutes sortes de mesures qui sont quand même prises pour qu'on sache qu'on identifie clairement celui qui reçoit ces virements. Très bien. Oui, oui, allez-y, allez-y. Et puis bon, avant d'orchestrer ces virements-là, il y a toute une étape. L'individu qui opère l'ANAC, avec peut-être des grandes sociétés à l'extérieur ou bien des particuliers à l'extérieur, il va essayer d'harmoniser et puis rendre solide son sujet qu'il doit vendre. Il aura besoin des cachets, il aura besoin de toutes sortes de choses, des factures, de beaucoup d'autres choses. Et parfois, même les gens, ils donnent des mesures de vérification. On a vu dans le temps où ces brouteurs-là, ils prenaient le nom de certains notaires et tout, ils mettaient ça en ligne et tout. Donc, tous ces sujets-là doivent interroger, c'est-à-dire qu'ils doivent amener, ceux qui sont chargés de réguler, ceux qui sont chargés de surveiller ces choses-là, à être très attentifs. Très bien, en tout cas, on vous suit. On va développer ce point tout à l'heure. Maître Sarr, on a parlé de la responsabilité des parents tout à l'heure, vous n'êtes pas encore prononcé là-dessus. Quelle est votre position? Oui, au niveau de la responsabilité des parents, c'est vrai qu'il y a une passivité, mais aujourd'hui, le monde tel qu'il est, avec nous, nos activités, ceux qui travaillent, combien de temps passons-nous avec les enfants? C'est ça. Qui fait l'essentiel de leur éducation? C'est l'école, c'est les amis. Donc c'est essayer déjà de pouvoir contrôler cette éducation en dehors de la maison. Contrôler les amis, contrôler où les enfants vont. Parce que, voyez-vous, les enfants, les adolescents notamment, souvent ils sont très très hypocrites. Avec vous, ils ont un comportement, une attitude, mais vraiment. Et quand vous apprenez qu'ils ont fait quelque chose, mais vous vous étonnez, vous vous dites, mais c'est pas possible. Vous apprenez que votre enfant fume. C'est pas possible. Parce qu'à la maison, il est correct. Donc à la maison, il est correct, mais quand il sort avec ses amis, ils sont dans les cybercafés, ils font tout.
l'argent qu'il récolte, il n'envoie pas ça à la maison. Parce qu'il sait qu'à la maison, on va lui demander d'où ça vient. Donc la responsabilité des parents, elle peut être passive, mais elle peut être subie. L'enfant peut faire subir son comportement aux parents. Ils ne voient rien jusqu'à ce qu'un jour, on leur dise « votre enfant a été arrêté par la police ». Donc, la responsabilité, c'est de pouvoir contrôler les activités des enfants en dehors de la maison. Comme je dis, nous sortons le matin. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui travaillent. Monsieur travaille, madame travaille. Bon, on quitte la maison le matin, on ne rentre que le soir. Le soir, fatigué, l'enfant, il en profite. Il joue au petit chat, il n'y a pas de problème. Donc, c'est essayer de pouvoir, autant qu'on peut, contrôler les activités de l'enfant lorsqu'il est en dehors de la maison. Par contrôler ses fréquentations, il va chez telle personne. Vous allez là-bas avec lui, vous voyez les parents. Bon. Voilà, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Oui. Alors, comment endiguer la cybercriminalité en Côte d'Ivoire? Quelles sont les actions entreprises par l'État pour freiner le mal? Et que doit-on attendre de la population pour une lutte efficace contre ce phénomène qui influence négativement l'économie de la Côte d'Ivoire et l'éducation aussi? Des éléments de réponse avec Herman Niamien. Comment faire pour freiner les cybercriminels en Côte d'Ivoire? La question préoccupe l'État ivoirien. 2 lois ont été adoptées à cet effet par l'Assemblée nationale. Une sur la lutte contre la cybercriminalité et l'autre sur la protection des données à caractère personnel. La loi sur la cybercriminalité prévoit de lourdes peines allant parfois à 10 ans d'emprisonnement et 100 millions de francs CFA d'amende. Avant l'adoption de ces lois, l'État a entrepris une vaste opération d'identification des propriétaires de numéros de téléphone mobiles. Une opération qui a permis d'identifier, selon le ministère de la Poste, des technologies de l'information et de la communication, 18 600 numéros. Malgré toutes ces dispositions légales, les criminels continuent de sévir. Le client qui vient, il fait son travail en privé. On n'a pas le droit de s'ingérer dans ses courriers qu'il envoie ou bien dans ses recherches qu'il fait. C'est personnel, quoi. On n'a pas d'identification, ne se plaise pas, en tout cas dans ces conditions-là. C'est bon qu'il y ait la loi, mais il faut beaucoup sensibiliser nos jeunes Ivoiriens pour leur montrer que ce n'est pas la voie à suivre. Parce que la cybercriminalité a, on va dire, un impact beaucoup plus négatif sur l'économie du pays. Le fait que nous soyons blacklistés, le fait que nos entrepreneurs ne puissent pas convenablement exercer ou transacter avec des personnes qui sont à l'étranger, hein, c'est un préjudice important pour le pays. Les véritables acteurs, on dit, c'est les jeunes. Moi, je pense que ceux qui sont mieux placés pour en débat, c'est évidemment cette jeunesse. Les TIC, qui devraient être une opportunité pour l'Afrique de rattraper son retard sur les autres continents, deviennent les bêtes noires pour l'Afrique du fait de sa mauvaise utilisation. Alors, M. Akepo, là, des solutions ont été évoquées, hein, mais en même temps, on sent que certaines solutions peuvent déranger. On parle de contrôle des des cafés. Alors, est-ce que on doit contrôler tous mes messages? Est-ce que je dois mettre toutes les informations à la disposition d'un propriétaire de cybercafé? J'ai quand même mon intimité. Bon, effectivement, je crois que ce problème il peut être résolu. Alors, on peut regarder dans 2 directions. Hein. Il y a l'arsenal juridique, hein, donc je laisserai mon collègue juriste donc en parler. Je vais plutôt regarder moi les aspects, en fait, les solutions techniques. Techniquement, comment est-ce qu'on peut résoudre la chose? Alors techniquement, déjà même l'État ivoirien a commencé à prendre un certain nombre de mesures. Hein. Il y a eu la création donc, de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité entre la police et donc l'agence, l'ex-agence nationale des télécommunications, qui est maintenant la RTCI. Ils ont créé donc la RTCI apporte donc l'expertise technique et donc la police apporte donc tout l'arsenal un peu de répression. D'accord. Donc on est capable aujourd'hui de suivre les jeunes brouteurs dans les cybercafés. On peut aller plus loin. C'est-à-dire on peut aller plus loin. On peut recenser les cybercafés. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire. Parce que dans d'autres pays, ce que les gens font, c'est que même lorsque vous rentrez dans un cybercafé, vous devez présenter votre pièce d'identité. Donc on sait que vous avez occupé tel poste, vous avez un compte. Donc s'il y a quelque chose qui se passe à partir de ce poste-là, on sait que de telle heure à telle heure, c'est tel usager, avec sa pièce d'identité, qui était là. D'accord. Donc c'est tout un arsenal. Alors, parce que là-bas, les gens sont répertoriés, on connaît l'adresse des gens. Donc ici, il faut commencer d'abord par connaître les adresses des gens.
Alors, il y a tout un tas de mécanismes, hein. Il y a la cartographie, il y a plein de choses qui vont permettre quand même de savoir que telle personne habite à tel endroit. Ça, c'est la première des choses, parce qu'on ne peut pas mettre en place une infrastructure technique sans savoir où les gens habitent. Donc ça, c'est la première chose. Donc une fois on est capable de répertorier les gens, on est capable de suivre leurs traces, et c'est très facile. Hein. À partir d'une machine, lorsque vous faites une transaction, il y a ce qu'on appelle votre adresse IP, hein, votre adresse IP qui est connue, et à partir de là, on peut vous retrouver. On peut retrouver de là où vous étiez, et lorsqu'on fait le lien avec votre identité, à partir d'une pièce ou à partir de votre localisation géographique, on est capable de vous mettre la main dessus. Donc c'est toutes ces mesures techniques-là qui existent et qui permettent aujourd'hui de mettre la main, de lutter contre ce fléau. Sur ces deux choses, je voudrais vous poser une autre question. Ce sont des choses qui sont connues, on peut tracer quelqu'un de façon nette, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le réussit pas? Pourquoi est-ce que les criminels échappent? Je crois quand même que non, certains criminels sont attrapés. Si vous allez sur le site de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, vous verrez qu'on met des photos des gens qui sont pistés, qui sont attrapés, ils sont dénoncés par des personnes anonymes, on les suit. Donc aujourd'hui, je pense que l'État... Quand on regarde l'ampleur du fléau et puis le nombre de personnes arrêtées, il y a une disproportion tout de même. Alors, dans les recommandations, il faudra quand même, effectivement, c'est des recommandations qu'on fait à l'État, il faudra forcément augmenter le nombre de policiers ou de gendarmes qui suivent les traces de ces gens-là. Je crois que ça, c'est une première direction qu'on peut regarder. Hein. Donc, augmenter les effectifs, comme ça se fait ailleurs. Hein. Donc, en France, par exemple, hein, ils ont créé une division qui compte des milliers de personnes. Des milliers de personnes qui sont en train qui luttent contre la cybercriminalité. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, je pense qu'augmenter les effectifs de la police, donc pour lutter contre ce fléau-là, c'est quand même quelque chose qui permettrait, en tout cas, de prendre la pleine mesure de la situation. Maître ça, en même temps qu'on est en train de contrôler, on est en train de tout identifier. J'ai l'impression aussi que ce sont des lois, entre guillemets, voyeuses. On regarde un peu dans notre intimité, tout ce qu'on passe comme message, on a envie de voir ce que j'ai écrit à qui. C'est un peu gênant. En fait, il y a une loi qui a été adoptée en commission au niveau de l'Assemblée nationale sur la protection des données à caractère personnel. Donc, cette loi, quand même, instaure des digues. Il y a des données qu'on ne peut pas pouvoir divulguer. Mais d'abord, quand je me projette, la question que vous avez posée, c'est de savoir comment endiguer le phénomène. Oui, tout à fait. Au plan législatif, c'est élaborer un cadre juridique et réglementaire. Là, déjà, ça a commencé. Parce que, je l'ai dit en début d'émission, les cybercriminels lancent leurs actions à partir du téléphone portable ou à partir des cybercafés. Donc, on a commencé par l'identification des numéros de téléphone. Donc déjà là, ça a permis d'atténuer le phénomène parce que ceux qui utilisaient le téléphone portable, par exemple, savent qu'aujourd'hui, on peut les localiser, on peut les identifier. C'est vrai que c'est difficile s'ils jettent la puce avec laquelle ils ont arnaqué, mais déjà, c'est quelque chose. Deuxième chose, aujourd'hui, je crois que c'est l'ARTCI qui a lancé également l'identification des cybercafés. Au niveau des cybercafés, tous doivent pouvoir être identifiés et comporter un registre. Identification des postes et utilisation des postes. Comme il le disait tout à l'heure, chaque poste est utilisé dans une tranche horaire et qui a utilisé ce poste. Et même mieux, on estime pour la protection des mineurs notamment, que même dans un cybercafé, il doit avoir une partie réservée aux mineurs. Et sur les ordinateurs auxquels les mineurs ont accès, il y a des protections techniques qui font qu'ils ne peuvent pas aller sur certains sites. Mais pour moi, je pense qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait. C'est la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel. Donc ces deux instruments législatifs peuvent permettre déjà d'encadrer le phénomène. Je pense que les lois seront en vigueur peut-être d'ici la fin du mois de juillet ou début août. Mais il y a quand même un aspect, c'est la formation. Formation au niveau des juristes, ceux qui vont utiliser ces instruments, que ce soit des juristes, que ce soit même en entreprise, il faut qu'ils soient formés. Au niveau des avocats, des magistrats, des policiers même, comment utiliser ce nouvel instrument. Donc la formation est également un aspect qu'il ne faut pas négliger. Professeur Gueux. Oui.
Oui, comme... Et qu'est-ce qui devrait être fait? Comme mesure préventive, il faut d'abord dire que les mesures peuvent se situer à deux niveaux. Au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau restreint. C'est au niveau de la famille d'abord. C'est vrai que ça va paraître aux yeux de la société une mesure très lente. Mais nous, on dit qu'il faut agir en amont. Il faut agir à la base. La sensibilisation au niveau des familles. Au niveau des familles. Il faut dire que tous ces jeunes dont nous parlons sont des jeunes qui sont issus des familles. On a parlé tout de suite de la famille. Ce sont des jeunes qui sont issus des familles. Et aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, pour la plupart, il faut dire que ce sont des jeunes très intelligents, des enfants de rien qui maîtrisent l'outil. Moi, mon fils, il fait le dépannage de choses, de portables. Alors que moi-même, là, pour utiliser, pour moi, c'est difficile. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont très intelligents. Et il faut d'abord une sensibilisation familiale. Une sensibilisation familiale, comme on l'a dit tout de suite. Suivre le mouvement des enfants. Où est-ce qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils font? À quelle heure les enfants rentrent? C'est vrai qu'aujourd'hui, à Abidjan, les parents sont beaucoup occupés, mais faire un effort, puisque en matière d'éducation d'enfants, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix parce que c'est toute la société ivoirienne qui est en cause. Donc, il faut faire un effort. L'école où l'enfant fréquente, à quelle heure son cours finit, il faut d'abord ces éléments préliminaires. C'est très important. Et en dehors de cela, au niveau macroscopique, c'est-à-dire au niveau de la société elle-même, je pense que les experts sont là. Nous, on n'est pas trop doués dans le domaine de la technologie pour voir quelles sont les dimensions qu'il faut appliquer de façon exacte. Mais en tant que socio-criminologue, je dis qu'au niveau de la société, il y a des variables aussi qui ne sont pas forcément des variables qui sont liées à la cybercriminalité, mais des variables qui en amont, en agissant, si la société agit dessus, ça peut quelque part réduire. Tous ces jeunes, le tableau que j'ai, la statistique, c'est que c'est des jeunes sans emploi pour la plupart du temps. Vous voyez, des jeunes sans emploi, c'est-à-dire qui veulent se faire plaisir. Vous avez vu, dans les boîtes de nuit, se mettre à l'aise, vivre comme les autres. Et ces jeunes-là, c'est des jeunes sans emploi. Il faut que la société aussi pense à ces choses. C'est vrai qu'on me dira que qu'est-ce que la cybercriminalité a à voir avec le problème de la... Non, on comprend parfaitement votre Mais il faut dire que ces étudiants dans les cités universités, avant que les cités ne soient fermées, vous voyez que si vous arrivez sur le campus, mais ce n'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des surdoués, comme le disait mon ami. C'est des surdoués, c'est des gens qui manipulent l'outil informatique, mais chacun a créé son bistrot, il n'a rien à faire. Des diplômes acquis péniblement avec toutes sortes de difficultés, on n'a rien à faire. Du brillants informaticiens qui, en réalité, n'ont pas de débouchés. Voilà, donc, à un moment donné, on en veut à la société. On se dit que si la société ne peut rien faire, mais moi je me débrouille. Et on développe une idéologie purement criminelle. Parce que les cybercriminels, en sociologie, nous on dit que c'est une sorte d'idéologie criminelle. C'est sans pitié. C'est sans pitié. Quand on prend, on vide les comptes d'un père de famille, on est sans pitié, on ramène tout à soi et on en veut à la société. Et on développe une sous-culture. Ils n'ont pas mal quand ils font mal à quelqu'un dont ils ne voient pas le visage. Oui, quand ils ne voient pas le visage. Même le criminel, quand il le fait à visage découvert, il n'a pas pitié. À plus forte raison sur l'Internet, ce n'est pas là qu'il va avoir pitié. Donc, ce sont ces éléments que nous devons prendre en compte. La famille d'abord. La famille d'abord. La famille. La famille. Je vous dis que la famille, parce qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers d'Abidjan, je vous dis que les enfants, même de primaire, savent manipuler. Savent manipuler l'ordinateur, l'outil. Il y a certains qui ont leur clé dans leur poche, ils vont à l'école avec ça. Donc c'est pas mauvais en soi, c'est l'utilisation qui pose problème. Justement, oui, c'est l'utilisation qui pose problème. C'est pas mauvais, mais il faut mieux être bon en informatique aujourd'hui que d'être un analphabète. Oui, effectivement. Mabla Dané. Ben, vraiment, vous touchez vraiment un vaste chantier, les solutions. Vraiment, c'est vaste. Bon, moi, je pourrais les regrouper en 3 grandes familles. Donc, les mesures préventives,
hein, les mesures dissuasives et puis les mesures techniques. Écoutez, le professeur, je suis fier parce que la Côte d'Ivoire a un grand potentiel. Parce que les enfants même de CM2 dont il parle là, qui manipulent l'ordinateur, c'est vraiment un atout. Donc il faut pouvoir profiter. Alors, en termes de mesures préventives, je propose par exemple la sensibilisation. Avec vraiment un contenu pédagogique. Il faut sensibiliser même dans les hameaux. Il faut utiliser les partenaires, tout ce qui est fourniture d'accès à Internet. Il faut les engager dans la sensibilisation avec l'État. Les engager, vous avez dit. C'est-à-dire, je vous donne un exemple simple. Je prends par exemple les maisons de téléphonie qui fournissent Internet sur les téléphones portables, les smartphones et autres. Ceux-là, la question est toute simple. Elle est toute simple, la question. On peut leur demander d'envoyer des messages de sensibilisation sur les dangers auxquels pourraient être exposés les utilisateurs. Ils peuvent diffuser en masse des SMS, enfin des messages, des courts messages, comme ils font des promotions de bonus et autres. Ils peuvent également utiliser cela pour informer vraiment la population sur les dangers auxquels vraiment ils s'exposent en utilisant Internet d'une certaine façon. Également, on pourrait même sensibiliser déjà depuis l'école primaire, comme M. Sall a dit, M. Gueux l'a dit tout à l'heure, oui. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'hygiène informatique. C'est très important, c'est comme l'hygiène corporelle, voire bucco-dentaire et tout. Parce que si vous appliquez dès les bas âges l'hygiène informatique, qui vous donne un certain comportement et tout, ça vous permet d'être aguerri, ça vous permet vraiment de ne même pas essayer également d'envisager de commettre des crimes et tout. Également, il y a sensibiliser également les directeurs de société à exiger des chartes informatiques, des chartes d'usage informatique. Ça existe dans les sociétés en France, dans les grandes écoles en France, avant d'accéder à un système informatique. Tu signes vraiment une charte. Avec cette charte-là, c'est une charte de bonne conduite pour dire que si tu es enfreint à cette charte-là, voilà ce à quoi tu t'exposes. Également, faire signer des chartes de confidentialité à ceux qui travaillent dans un système. Un directeur de société est en mesure d'appeler un technicien pour dire viens m'installer un système sur ma machine. Il vient, il met un keylogger sur la machine et puis il peut extraire les données importantes ou bien des codes importants de son directeur de société. Donc il faut sensibiliser également là-dessus. Concernant le volet dissuasion, déjà il y a une mesure, il y a une loi qui est en cours, qui est en vigueur, qui sera prête certainement dans 2 semaines. Cette loi-là, il faut vraiment faire une diffusion en masse sur cette loi et former vraiment les juristes là-dessus. Et également, communiquer sur vraiment les sanctions de cette loi. Ça va dissuader une grande partie de ceux qui s'adonnent à ces pratiques. Et également, bien évidemment, dès qu'il y a une victime, il faut appliquer une répression de sorte à ce que les autres puissent véritablement se poser des questions et même avoir peur de vouloir également se faire prendre aussi. Bon, comme le temps est trop... Enfin, non, okay. D'accord. Mettre ça non, j'ai pas fini. Oui, allez-y. Ok. Également, les mesures techniques. Les mesures techniques, bon, je pense que ça, dans une société donnée, dans une entreprise donnée, dans une institution même, qu'elle soit étatique, il y a des mesures techniques que les DSI prennent pour protéger les infrastructures, pour protéger les données de la société. Donc je pense que globalement, c'est comme ça on doit structurer la chose. Également, l'État doit également associer des couches de la société, des structures privées, des organisations non gouvernementales, les associer également dans cette lutte-là. Parce que seul l'État ne sera pas efficace dans l'application de ces mesures dont je viens de citer. Maître ça, actuellement, nous sommes dans une phase de sensibilisation encore ou bien de répression, de sanctions? De façon générale, lorsqu'on parle de loi en Côte d'Ivoire sur la cybercriminalité. Les deux à la fois. Nous sommes d'abord dans une phase de sensibilisation. Je pense qu'au niveau du ministère des Postes et des Télécommunications, il y a une phase de sensibilisation qui est faite à partir du ministère par certains séminaires de formation, la présence du ministère à certaines manifestations pour sensibiliser les utilisateurs. Mais il y a également une phase de répression parce que de plus en plus, la police scientifique, la police de l'informatique et des traces technologiques
réprime les cybercriminels. Donc, il y a deux axes d'action, la sensibilisation et la répression. Et je pense que ces deux actes-là sont fondamentaux dans la lutte contre la cybercriminalité. On va exploiter les 4 dernières minutes qui restent. On va commencer par vous, Magloire Dané, en 1 minute véritablement. Qu'est-ce que, à votre avis, si on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas réussi à combattre la cybercriminalité? Vraiment en 1 minute. La sensibilisation. La sensibilisation. Pour vous, c'est la sensibilisation. La sensibilisation. Et également faire intégrer, c'est-à-dire amener à faire collaborer, à faire coopérer les cybercriminels qui sont convertis. Ah oui, parce qu'ils se déclarent? Oui, il y en a qui se déclarent. Hein. Ah, très bien. Il y en a qui se déclarent. Peut-être qu'ils n'ont pas la bonne adresse, mais il y en a qui se déclarent. D'accord. Jean-Marie Akepo. Moi, je pencherais plutôt pour les aspects techniques. Alors, je pense que quand même, un système technique qui est bien protégé réduit quand même sensiblement les attaques de l'extérieur. Donc, il faudrait vraiment sensibiliser les DSI, comme mon collègue l'a dit, et que l'État soit aussi impliqué. Parce que la partie technique va permettre de mettre la main sur les gens, mais il faut tout un arsenal de répression juridique qui puisse permettre aux gens de pouvoir arrêter de s'adonner à ce type de pratique. Donc pour moi, il faut mettre en place l'architecture technique pour pouvoir mettre la main et en parallèle mettre en place des outils de répression. Le professeur Gueux. Oui, il faut vraiment mettre l'accent sur la sensibilisation des familles et faire appel. L'État ne peut pas tout faire seul. Tendre la main à des spécialistes, il y a des cerveaux dans ce pays, certains même sur le plateau qui maîtrisent ce domaine-là et qui sont là. L'État peut leur tendre la main, des spécialistes, des chercheurs. Il faut un ensemble d'éléments, de personnalités, de qualifications, de compétences ensemble. L'État a les possibilités de faire appel à ces enfants que nous sommes pour lutter ensemble contre ce phénomène. Très bien, mettez ça pour terminer. Moi, c'est l'aspect juridique, hein. C'est vraiment élaborer un cadre juridique et réglementaire, insister sur la sensibilisation sur ce cadre juridique et réglementaire et surtout la formation des acteurs. Magloire Dané, professeur Gueux, Maître Sarr et Jean-Marie Akepo, je vous dis merci d'avoir accepté surtout de nous expliquer ce phénomène que tout le monde ne comprend pas toujours. C'est terminé pour ce soir. Vous avez compris à travers les explications de nos invités que la tâche n'est pas du tout aisée. Même avec l'adoption des lois relatives à la cybercriminalité et à la protection des données à caractère personnel, il y a un peu plus de 2 mois. Merci et à bientôt.